Bienvenue à ce webinaire qui se penche sur les enquêtes relatives à la pandémie en se concentrant sur les enquêtes moyens de sources ouvertes en Afrique. Alors bien que la pénétration de l'Internet en Afrique est moins bonne que dans d'autres régions du monde, des outils de journalisme d'investigation en sources ouvertes sont accessibles à des journalistes partout sur le continent. Cependant, malgré cet accès aisé, beaucoup de reporters ne connaissent pas ces outils. La pandémie change cela rapidement. Du Lesotho au Libéria, les confinements imposés par le gouvernement ont forcé les journalistes à rechercher des sources ouvertes, des outils en sources ouvertes pour continuer leur travail. Ainsi, malgré un environnement de plus en plus contraignant, un nombre considérable d'enquêtes ont été publiées. Lors de ce troisième webinaire focalisé sur l'Afrique du GIJN, donc enquête au moyen de sources ouvertes en Afrique, eh bien, nous allons rassembler des journalistes qui ont utilisé des outils en sources ouvertes dans différentes régions d'Afrique durant la crise du Covid-19 pour mener des enquêtes pionnières. Ils vont partager des astuces relatives aux outils qu'ils ont utilisés, puis nous expliquer comment ils ont déterré certaines informations et comment ils ont fait de leur constat des enquêtes passionnantes ainsi que l'incidence de ces enquêtes. Donc je vais vous présenter les orateurs, mais avant quelques mots sur le réseau des journalistes d'investigation. Donc ce réseau, GIGN, est le plus grand réseau d'organisations de journalisme à but non lucratif, plus de 187 organisations membres dans 77 pays à travers le monde. 17 de ces pays sont situés en Afrique subsaharienne. Mais GIGN travaille avec des journalistes partout, dans des organisations à but non lucratif, dans des organisations commerciales, avec des indépendants. Ce réseau est en mesure de les mettre en lien et de les accompagner. Alors, avant que j'introduise nos orateurs, j'aimerais vous informer que nous avons invité les journalistes qui sont à la pointe de l'enquête en moyen de sources ouvertes en Afrique. Mais malheureusement, il n'est pas là avec nous. Son nom est Hopewell Chino No, du Zimbabwe. Lundi 20 juillet, la police a arrêté Hopewell et l'a arrêté. Il n'a toujours pas regagné sa liberté. Donc, les enquêtes de Hopewell ont révélé des fraudes relatives à l'achat de fournitures pour lutter contre le Covid-19 au Zimbabwe. Certaines de ces révélations ont mené à des arrestations, dont le ministre de la Santé, Dr Obadia Moyo, ainsi que d'autres fonctionnaires. Toutefois, ces enquêtes, pour davantage de responsabilisation, ont amené à ce que le gouvernement se retourne contre lui, plutôt contre ceux qui ont mené des activités de corruption. Donc, Tawanda Majoni va remplacer Hopewell, qui est le coordinateur national pour le GIGN en Zimbabwe. Il va nous parler des enquêtes que Hopewell a menées et des efforts du gouvernement. Donc, nous sommes également rejoints par deux autres journalistes qui vont nous donner des présentations qui dureront à peu près 45 minutes en tout. Puis nous prendrons des questions. Il y a Purity Mukami, qui est une scientifique des données et une journaliste affiliée à Africa Uncensored. C'est également une journaliste d'investigation au Kenya. Elle a également travaillé avec l'équipe d'enquête de BBC Africa Eye. C'est une experte en matière d'enquête au moyen de sources ouvertes, au moyen de contenus générés par des utilisateurs et des techniques de vérification des faits. Purity détient une licence en mathématiques et en sciences de l'informatique, ainsi qu'un master en statistiques appliquées. Elle fait partie de l'équipe qui a produit le programme Sudan Livestream Massacre. Donc, Daniel Kotzi est le fondateur et le rédacteur en chef de Viewfinder. Il mène du journalisme qui vise à faire rendre des comptes aux puissants en Afrique du Sud. Donc, il se concentre sur la criminalité policière et les échecs de la police. Il est diplômé de la Rhodes University en 2017-2018. Il a également travaillé en San Francisco avec Reveal au centre pour le journalisme d'investigation. Nous voulons également entendre votre avis. N'hésitez pas à envoyer vos questions dans le chat. Vous pouvez envoyer vos questions en français et en anglais. Elles seront traduites. Vous pouvez dès maintenant commencer à poser des questions. Lorsque les orateurs auront fini, le rédacteur en chef Afrique GIJN, Benon Herbert Oluka, nous rejoindra pour la session questions-réponses. Et nous ferons en sorte également de partager les présentations dans le chat.
Nous allons également enregistrer cette session pour qu'elle soit publiée sur YouTube un peu plus tard. Donc, avant tout, nous aimerions vous parler de ce qui s'est produit au Zimbabwe, en particulier à propos de notre collègue Hopewell. C'est pourquoi j'aimerais donner la parole à Tawanda. Tawanda, merci. Tawanda, pourrais-tu nous dire quelques mots à propos de ce qui s'est produit au Zimbabwe? Connaissons-nous la situation de Hopewell pour l'instant? Tawanda n'a pas allumé son micro. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Donc, merci Acha, elle a déjà planté le décor. Alors, les dernières informations que nous avons eues, donc j'étais en contact avec les avocats cet après-midi, c'est qu'ils sont encore au tribunal pour la deuxième session. Donc, il a été arrêté lundi, puis maintenu en détention, puis présenté devant le tribunal hier. Il était devant le tribunal et il n'a pas été libéré. Aujourd'hui, il y a une session en plus. Donc, nous espérons aujourd'hui qu'il bénéficie d'un jugement favorable et qu'il puisse regagner sa liberté et qu'il puisse continuer son travail fantastique au Zimbabwe. Donc, voici la situation actuelle. Donc, les avocats disent qu'ils auront peut-être davantage d'informations d'ici 3 heures ou 3h30. Donc, c'est ce que nous espérons. Merci, Tarwanda. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Donc, nous aimerions en savoir davantage sur le travail de Hopewell. Pourrais-tu nous parler du type d'enquête qu'il mène, en particulier vis-à-vis du Covid-19 au Zimbabwe? Merci, Asha. Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais dans un premier temps vous donner un peu de contexte vis-à-vis de Hopewell. Je ne connais pas nationalement tout sur lui, mais je vais faire de mon mieux. Donc, Hopewell est un journaliste qui télé, mais également il a produit des documentaires pour la BBC, ITV, CNN, New York Times, ENCA, ainsi que d'autres organes. Il est également membre d'autres fondations et d'institutions. Voici son histoire. Donc, il est aussi journaliste télé, mais avant tout, il est journaliste d'investigation. Alors, Hopewell a beaucoup travaillé ces dernières années, il est connu en particulier pour son travail à la télé, mais également son rôle en tant que producteur de documentaires et journaliste. Récemment, son travail relatif au Covid-19 a été sous les feux de la rampe, en particulier à partir du confinement. Donc, il utilise principalement des plateformes de microblogging. C'est ce qu'il utilise principalement afin de diffuser des contenus qui sont ses enquêtes, ses reportages d'investigation. Son travail se concentre principalement sur l'approvisionnement en fourniture. Et c'est ce qui a fait le lit de tous les scandales récemment, l'approvisionnement en fourniture relative au Covid-19. Et c'est ce qui également qui a pu créer des désastres au Zimbabwe. Donc, il utilise ces messageries ou ces plateformes de microblogging pour diffuser les informations qu'il déterre. Malheureusement, son compte Twitter a été fermé à la suite de son arrestation. Toutefois, avant son arrestation, quasiment tous les jours, Hopewell était présent sur Twitter. Il était présent sur les réseaux sociaux. Il publiait des informations vis-à-vis de ses constats. Il remettait en question certaines déclarations publiques, notamment le Zimbabwe avait fait valoir qu'ils avaient fourni des équipements de protection personnelle en provenance de Namibie. Toutefois, Hopewell a dit donc, et il s'est penché là-dessus, mais en fait, il a vu qu'il n'y avait pas d'entreprise en Namibie qui avait pu fournir de tel matériel pour ces marchés publics.
Donc, il s'est davantage concentré sur l'attribution de marchés publics dans le cadre de ces enquêtes. Donc, on connaît Hopewell surtout par le biais de l'incidence de son travail. Donc, Hopewell a réussi à faire en sorte que ceux qui ont été nommés dans ces scandales soient poursuivis, dans ces scandales relatifs à l'attribution de marchés publics concernant du matériel lié au Covid. Donc, il a contribué à la poursuite poursuite judiciaire du ministre de la Santé, qui a été limogé du gouvernement. Donc, Hopewell se réveillait tous les matins en ayant ça à cœur, et tous les soirs, il avait toujours cela à cœur. Puis, il y a également eu une autre arrestation grâce au travail d'Hopewell. Jensen Waya. Jensen Waya a été traîné devant la justice, il a été libéré sous caution. Mais il est très connecté au président. C'est un proche du chef de l'État. Donc nous sommes un peu pessimistes vis-à-vis d'une poursuite judiciaire véritable de cet individu. Mais il y a également un employé d'une entreprise pharmaceutique qui a été arrêté grâce au travail de Hopewell. Toutefois, c'est parfois intéressant de voir ces arrestations, mais on voit qu'en fin de compte, elles ne donnent pas forcément lieu à des poursuites. En particulier, on voit certains individus qui sont vraiment mêlés à ce genre d'affaires, mais qui ne sont pas poursuivis par la suite. Tawanda, tu as mentionné quelque chose de très intéressant. Le travail de Hopewell semble avoir pris pour cible des personnalités de haut niveau dans le gouvernement. Peut-être que tu peux nous parler du type de réseau que Hopewell a utilisé pour collecter et partager ces découvertes. Est-ce que tu peux m'en mentionner certains? Oui, j'y arrivais. Vis-à-vis des outils spécifiques utilisés, bon. Parfois, on ne partage pas ces informations, mais parfois, il faut les partager. Je dirais qu'en règle générale, eh bien, il y a toute une série de méthodes qui peuvent être utilisées pour collecter des informations. L'une des méthodes principales utilisées par Hopewell, c'est le crowdsourcing. Donc, Hopewell produisait beaucoup de contenu sur Twitter. Donc, grâce à la participation du public, il a été en mesure de faire des découvertes. C'est le public, grâce au crowdsourcing, à la participation du public, eh bien, qui a joué un rôle instrumental là-dedans. Et de plus, cela permet en plus de stimuler le débat vis-à-vis de la corruption, du Covid-19 notamment. Donc, Hopewell, en très peu de temps, a été en mesure d'avoir 160 000 abonnés sur son compte Twitter. Hopewell a également tiré profit d'un système mis en place par l'administration. Il a des dissensions au sein du gouvernement. Et donc, il y a des lanceurs d'alerte dans ce gouvernement et Hopewell a été en mesure de tirer profit de ces dissensions au sein du système du gouvernement pour récupérer des informations. Donc, maintenant, il y a beaucoup de gens au Zimbabwe qui étaient pendus au compte de Hopewell pour savoir ce qu'il allait dire. Donc,
Désormais, tout, on peut utiliser beaucoup de sources en ligne pour du journalisme d'investigation. Donc, ça a été, une étape supplémentaire dans le travail, de Hopewell. Donc Hopewell a finalement, suivi l'argent, suivi la piste des marchés publics pour pouvoir mener, ses enquêtes et il l'a fait, efficacement. Et comme vous l'avez dit, il a utilisé, des sources ouvertes. Il a pu, donc vérifier différentes plaintes qui avaient été, posées notamment. Et en fin de compte, il y a eu énormément, de discussions, un grand débat public, autour de ce sujet de corruption. Merci, merci beaucoup, Tawanda. Alors une autre question, quelle est la situation actuelle au Zimbabwe quant au, contexte des sanctions internationales, des arrestations également? Y a-t-il eu, des, des cas qui ont été amenés, au tribunal ou en fait, c'est exactement, comme auparavant. En fait, j'aimerais simplement vous donner, le contexte, général. Alors, à la fin des années, 70, lorsque Robert Mugabe a pris le pouvoir, il a pris le pouvoir d'ailleurs pendant environ 40 ans. Alors, si si vous êtes, vraiment franc, on peut clairement parler, d'un coup d'État. Sinon, on peut parler d'une sorte d'assistance ou d'une aide. Alors, il faut bien comprendre la présence militaire au sein, de la structure politique au Zimbabwe. Aujourd'hui, nous sommes toujours gouvernés finalement, par des militaires. Lorsqu'il y a ce type de coup d'État, lorsque les militaires prennent le pouvoir, bien souvent, il y a une sorte de paranoïa qui se crée envers la population. Et c'est vrai que finalement, on se demande pourquoi est-ce que autant de personnes ont des armes, pourquoi est-ce que l'on craint, pourquoi est-ce qu'on les craint à ce point-là? Alors, il faut comprendre donc ce contexte, non seulement donc la crise économique, mais également le pouvoir militaire. Alors, Hopewell savait qu'il allait être accepté par la communauté internationale, notamment par une grande communauté. Et malheureusement, d'un point de vue politique, il a toujours été extrêmement contesté. Donc il y a une crise importante et l'on ne sait pas comment la gérer, comment la résoudre. Et c'est là que surviennent tous ces problèmes. Alors, tout le monde se demande comment nous allons pouvoir nous affranchir de cette crise. Et Powell a essayé de se tourner vers la population. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que l'on s'en prend de plus en plus aux médias, à la société civile, aux membres des ONG et au public, au grand public de manière générale. Alors, finalement, il y a eu énormément de journalistes qui ont été arrêtés et détenus ces derniers temps. Et on s'est vraiment focalisé sur les journalistes qui essayaient d'obtenir davantage d'informations. Alors, merci beaucoup, Tawanda. C'est un point très important et nous en prenons bonne note. Il y a énormément de journalistes qui suivent ce qui se passe au Zimbabwe. J'imagine que nous aurons plus tard d'autres questions à votre adresse. Alors, si vous avez des questions qui s'adressent particulièrement à Tawanda quant à la situation dans son pays, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et si vous venez de nous rejoindre,
Vous pouvez écouter ce webinaire en 2 langues. Alors, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit globe en bas. Là, vous pouvez changer la langue, donc anglais ou français. Et n'oubliez pas de cliquer sur mettre en sourdine ou sur muet l'audio original. Alors, nous espérons bien entendu que tout ira bien pour Hopewell. Merci beaucoup, Tawanda. Nous voudrions maintenant parler des différentes enquêtes sont réalisées sur le continent. Alors, je pense d'ailleurs que certaines des méthodes utilisées par Hopewell ne sont pas uniques au Zimbabwe. Je pense que d'autres journalistes du continent ont suivi les mêmes méthodes. Alors, nous allons pouvoir parler des différents outils qui ont été essentiels pour enquêter sur la pandémie, sur la COVID-19. Alors, j'aimerais à présent demander à présenter nos 2 panélistes du jour. Nous allons commencer avec Purity Makomi, qui est journaliste d'investigation, située à Nairobi. Et Purity va commencer donc avec la première présentation. Elle va nous parler des outils en source ouverte que nous pouvons utiliser. Purity, c'est un plaisir de vous voir, un plaisir également, Washa. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Je n'ai donc pas besoin de me présenter en long et en large, mais un petit peu de contexte par rapport à ma passion sur les compétences en source ouverte et comment moi j'en bénéficie. Alors, je suis journaliste et je coopère avec des journalistes d'investigation et en général, j'ai peur de parler, aux sources, contrairement à la plupart des journalistes qui arrivent à avoir des informations venant du public ou alors, d'expatriés aussi ou d'experts. Alors, moi, je préfère rassembler des informations, sur mon ordinateur. Je crois que j'ai réalisé 5 articles en me basant uniquement sur internet. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de vous parler de ces outils. Alors, je m'excuse si vous êtes déjà expert en outils, de source ouverte, mais moi je vais essayer de vous donner un peu la base. Pourquoi? Eh bien parce que les choses dont les experts parlent sont parfois, très simples. Alors ce sera peut-être presque simpliste parfois dans ma présentation. Je vais vous partager mon écran. Alors, juste une petite chose, je vais vous montrer certaines choses sur lesquelles j'ai travaillé avec mes collègues, mais on peut utiliser ces outils dans d'autres types d'enquêtes. Pour des enquêtes, plus longues notamment. Moi, je les ai utilisés pour 2 autres enquêtes qui ne sont pas encore publiées. Et donc je vais pouvoir vous montrer comment j'ai utilisé ces outils pour, ces 2 longs articles et c'est des articles plus courts également. Alors, voilà comment utiliser ces outils pour les articles donc plus longs. J'espère que vous pouvez à présent voir ma présentation. Alors pourquoi utilise-t-on ces outils? Et tout d'abord, lorsque l'on parle des outils, de quoi parle-t-on? Eh bien, ce sont en fait des outils publics, que l'on connaît ou pas. Avec la COVID-19, il y a eu un mouvement, le mouvement des journalistes a été un peu, entravé, mais il y avait tout de même énormément d'informations, certaines étaient vraies, pas toutes. Et selon une étude récente, la demande était telle pour l'information journalistique qu'il a fallu utiliser ces outils. Donc si vous utilisez ces compétences en source ouverte, ça vous permet de filtrer les informations et vous pouvez ainsi, écrire de bons articles, même sans être sur le terrain.
Alors bien entendu, étant donné les risques pour la santé, étant donné, les confinements qui ont été imposés dans différents, pays, nous avons utilisé ces outils. Alors, il y avait un autre défi, nous le savons tous, les règles en termes de marché public pour le gouvernement étaient un peu, laxistes pendant la pandémie et malheureusement, parfois ces règles ont été, contournées à cause de la pandémie. Alors, le public, n n'arrive pas à savoir comment l'argent, est dépensé par le gouvernement. On arrive à savoir combien de cas il y a, le taux d'infection, mais on ne sait pas comment l'argent est dépensé par le gouvernement. Parce qu'il y a toujours une certaine marge de manœuvre un peu plus grande, lors d'une pandémie. Alors grâce à ces outils, j'ai pu comparer en fait l'utilisation de ces outils avec, la pandémie, d'Ebola, l'épidémie d'Ebola. Alors il y a eu en effet des problèmes de gestion et c'est vrai qu'il y a bien plus d'informations quant, à leurs dépenses et l'opacité de leurs dépenses d'ailleurs. On voit ce qui s'est passé pendant Ebola, comment on a réussi à s'approvisionner, en équipement de protection. Et puis, il y a eu une fuite il y a environ, 2 ans. Et là, avec la covid, j'ai essayé de voir ce que l'on pouvait, observer lors des dernières pandémies. Alors, voilà pourquoi c'était important ici d'utiliser, ces compétences, en sources, ouvertes. En fait, ce sont des choses que l'on utilise habituellement. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire à propos des outils? Ici, vous avez, une liste qui commence par Google et ensuite on a des bases de données, publiques. Alors, les outils les plus fréquemment, utilisés, bien entendu Google et également les bases de données publiques. Alors bien entendu, tout le monde sait utiliser Google. Mais on ne voit pas forcément comme, une source d'information. Il faut le voir de à travers les yeux, d'un journaliste. En fait, un journaliste écoute normalement les personnes et là, il voit les choses à travers internet. Un peu comme lorsque l'on vérifie, des faits, des données. Lorsque vous avez une information qui passe par WhatsApp, vous le savez peut-être au Kenya, environ 90 de la population utilise WhatsApp. Lorsque vous voyez des informations qui sont partagées sur WhatsApp, la première chose qu'il faut se demander, c'est de savoir d'où vient cette information. Donc, première chose qu'on fait, c'est que l'on copie cette information, les phrases de quelques phrases de de l'information que l'on a reçue et on la met sur Google en utilisant, les guillemets. Pour avoir une recherche, ciblée et là, on voit les informations et se rend compte que ces informations partagées sur WhatsApp ou Telegram viennent en fait de sources ouvertes, notamment Facebook ou Twitter, où les gens peuvent partager des informations de manière ouverte. Donc si vous ne savez pas exactement d'où vient une information, vous pouvez toujours, l la, saisir sur Google pour voir sur quel autre réseau c'est partagé. Voir également, les noms d'entreprises, les, contacts d'une entreprise notamment. Là aussi, je regarde sur Google, je, mets toutes les informations que j'ai sur, cette entreprise, que ce soit son adresse, son numéro de téléphone et cetera. Et là, l'entreprise, apparaît sur Google. Je peux voir donc si une entreprise, a des contrats avec le gouvernement notamment. Bon, malheureusement, en Afrique, en particulier, c'est souvent difficile d'avoir toutes les informations au même endroit.
les informations apparaissent sur différents sites de ministères ou organisations, etc. On peut tout de même voir avec qui une entreprise a des contrats. On peut avoir donc un numéro de téléphone et différentes boîtes postales, par exemple, donc ça nous permet d'avoir davantage d'informations. Google sert également à d'autres choses lorsque l'on reçoit des vidéos ou encore des images. Je vous montrerai tout à l'heure comment, savoir si une image, vient bien d'un endroit, précis notamment, ou pas. Je vous montrerai ceci dans le slide dans des 2 slides après. Alors on utilise souvent nos Google, TinyEye et Yandex, ensemble parce qu'on peut trouver, certaines informations sur un, hem, un navigateur et d'autres informations sur un autre. Sur un moteur de recherche et d'autres informations sur un autre. On peut également utiliser EXIF ou encore Metadata. Si l'image n'est pas téléchargée, d'internet, de Twitter, de WhatsApp et cetera, on peut voir, d'où vient, une photo. Par exemple, si moi j'ai pris une photo à Nairobi et que je vous l'envoie, vous pouvez voir le lieu, l'emplacement, de là où j'ai pris la photo. On a également whois.com. Là, on voit les profils d'entreprise, les personnes qui sont à la tête d'une entreprise, par exemple. Ensuite, Wayback Machine, un autre site. Alors juste un instant, je vais arrêter de partager mon écran. En fait, j'ai été formée pour, comprendre Wayback Machine il y a environ 1 an, mais ça m'a pris 6 mois avant de comprendre comment ça fonctionnait vraiment. Alors je vais utiliser le site African Uncensored. Je vais vous montrer comment moi je l'ai utilisé pour, mes articles. Bon, rapidement, je vais vous montrer comment utiliser donc Wayback Machine. Parfois, lorsqu'il y a une enquête sur une entreprise, l'entreprise peut changer ses informations sur un site web. Mais grâce à Wayback Machine, eh bien, on peut vraiment archiver tout ce qui se passe sur un site web. Pendant longtemps, en fait, je n'utilisais que ce site pratiquement pour essayer de retrouver toutes les informations, possibles d'un site. Alors, par exemple, là, African Uncensored a publié quelque chose le 20 mars, par exemple. Bon, alors par contre, je ne savais pas que l'on pouvait cliquer ici pour voir ce qui avait été posté. Alors, je me suis demandé comment utiliser ces informations que l'on retrouve sur Wayback Machine pour quelqu'un qui se retrouvait dans le même cas de figure que moi. Alors, si je veux voir ce qui a été publié le 20 mars, par exemple. Bon, admettons que vous regardiez le conseil d'administration, par exemple, d'une entreprise ou alors vous voulez voir, les cadres ou la direction d'une entreprise, voir si ça a changé. Vous pouvez le voir ici. Alors, pas oublier, il faut cliquer sur, le bouton que je vous ai montré sur Wayback Machine. Ensuite, il y a Twitter. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail ici, WhatsApp, Facebook. Alors Facebook, moi je l'utilise, vraiment de manière un peu dilettante, un peu comme tout le monde. Lorsque je cherche le profil de quelqu'un, je regarde tout simplement son profil sur, Facebook et là je m'amuse tout simplement. Je regarde leurs photos, je regarde les commentaires sous leurs photos, je vois un peu les différents membres de leur famille.
À partir de ces commentaires, ça permet vraiment de relier les points, de relier les informations. Donc, il y a autre chose que vous pouvez utiliser pendant la Covid. Il y a toutes les informations publiques, les bases de données publiques. Et bien souvent, en tant que journaliste, on n'a pas l'impression que c'est utile. Souvent, il s'agit plutôt de déterminer qui est responsable de la contamination entre animal et humain. Et même avant le Covid, il y avait un site géré par le programme des Nations Unies pour l'environnement et qui avait trait aux animaux qui ne pouvaient pas faire l'objet de commerce. Donc, on pouvait également se servir de ce site web avec un autre site web appelé Trafic pour mettre à jour le trafic de pangolins en Afrique. Google dispose également d'une base de données relative à la mobilité. Il est possible de déterminer si le confinement fonctionne ou non. Il est possible vraiment d'analyser les flux dans les résidences ou autres. Alors, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'était plutôt ça. Donc, cette photo était publiée entre le 7 ou le 8 avril, au moment où le confinement a été décrété. Et à ce moment, on avait pour idée de fournir de la nourriture aux plus démunis. Et cette photo a été partagée plus de 5000 fois. Alors, plus tard, elle a concédé qu'elle avait été induite en erreur par une amie. Donc, voilà, il disait que c'était comme cela qu'il fallait distribuer de la nourriture et que c'était fait au Rwanda, mais alors que ce n'était pas fait ainsi au Rwanda. Donc ça, c'était une photo erronée. Même après que cette photo a été identifiée comme une fausse photo, eh bien, ça n'a pas fait l'objet d'un correctif, elle était toujours utilisée. Donc, je vous dis tout ça car les renseignements euh, en source ouverte ne doivent pas vous pousser à laisser tomber tous vos principes journalistiques. Bien que cette photo a été prise ailleurs, euh, eh bien, vous êtes toutefois obligé de pouvoir prouver l'origine exacte de ces photos. Donc, nous, on a pu prouver que cette photo venait de Gambie. On a même été en mesure d'identifier le lieu exact où la photo a été prise. Et voici comment nous l'avons fait. Donc, pour raison de temps, je vais passer directement à ces étapes-là. Je vais vous montrer comment on peut utiliser Google. Donc, on peut choisir Google, puis l'onglet Images, puis il y a une icône en forme de caméra. Et l'on peut ainsi soit télécharger une image ou copier une URL. Donc ainsi, on peut télécharger la photo intégrée dans le tweet, enregistrer cette photo, puis il s'agit de la télécharger dans l'onglet de Google Images. Donc, si vous le faites aujourd'hui, eh bien, vous verrez que nombre d'organisations ont vérifié cela. Mais si vous aviez fait cela en avril, vous n'auriez pas eu tant de résultats. Vous auriez peut-être quelques résultats de Facebook où elle avait été publiée par un certain nombre de pages Facebook. Et parmi ces pages Facebook,
Eh bien, parfois, elles ne sont pas dans une langue que vous pouvez comprendre, mais vous pouvez utiliser le logiciel de traduction. Donc voilà, utilisez toujours le bouton pour la traduction. Puis vous lisez également les commentaires. Alors, enquêter via Facebook, ça ne se fait pas en un coup de baguette magique. Il faut lire les commentaires, il faut lire toutes les légendes des photos. Et dans ces commentaires, avec cette recherche de photos, au mois d'avril, c'était mentionné que c'était un cheikh qui avait partagé de la nourriture avec des musulmans en Gambie. Donc, pendant le ramadan. Donc, avant que nous ayons pu identifier définitivement l'image, eh bien, j'ai pu récupérer le nom de la fondation, puis j'ai fait la recherche avec le nom de la fondation, puis j'ai découvert que cette fondation qui avait partagé la nourriture avait également donné des toilettes dans un village intitulé du nom de Jarume-Koto. Donc j'ai encore utilisé Google. J'utilise tout le temps Google pour tout. Et lorsque l'on Google Jarume-Koto et que l'on met des guillemets, eh bien, le village apparaît. Puis, si l'on revient aux pages Facebook qui avaient partagé ces images dans un premier temps, eh bien, et l'on regarde les autres photos qui sont liées à cette première image. Donc, on peut regarder les autres photos. Et là, que vois-je? Outre la photo, je vois des jerrycans jaunes. Car il y a d'autres endroits qui ont fait l'objet d'une telle distribution. Donc, outre les aliments, que vois-je? On voit des toilettes avec des fenêtres. Puis, si l'on Google le village de Jerume-Koto, on voit qu'il y a 3 mosquées dans ce village. Donc, j'ai commencé avec la première mosquée. Puis, on peut zoomer en utilisant le plus sur l'application Google Maps, les cartes. Donc, on peut voir ce qu'il y a dans les cours de ces mosquées. Et là, on voit que sur une des photos, sur une publication Facebook, on voit le minaret, on voit un palmier, on voit les aliments qui sont disposés d'une façon particulière. Mais cette deuxième photo avait davantage d'indices. Donc on voit la forme de cette mosquée. On voit ici le minaret, comme je le disais. Et donc à chaque fois que je zoomais sur une des 3 mosquées, eh bien je regardais tout simplement celle qui avait une forme similaire. Et il s'est avéré que c'était la mosquée Jerume Koto Mosque. Mais où se trouvait la personne qui a pris cette photo? Lorsqu'on zoome sur la mosquée de Jerume Koto, on peut voir certains arbres. Et là, j'ai pu identifier cet arbre dans le coin. Toutefois, je ne me suis pas arrêté là. Mais maintenant, il fallait également contacter notre un ami journaliste gambien. Et donc, mon ami m'a dit oui, mais ça a été pris il y a 10 ans. En fait, c'était à 5 kilomètres de chez moi. Donc voilà. Il m'a dit que oui, ces aliments, ces fournitures étaient dans la cour de récréation de l'école à proximité de la mosquée. Donc, investigation en source ouverte, ça ne veut pas dire s'arrêter tout simplement à ce que l'on trouve sur Internet. Il faut vraiment se pencher à fond sur ce renseignement et se débarrasser de tout doute possible. Alors, pour ce qui est des investigations un peu plus sensibles,
par exemple, des sources qui pourraient vous aider à mettre le doigt sur, heu de la corruption notamment. Donc, et pour identifier des personnes, on peut, regarder, les liens familiaux sur Facebook ou sur Instagram. Ou alors il faut également utiliser la correspondance. On peut également utiliser le tableau de bord OCCRP pour faire des recherches spécifiques. Donc voilà, il faut toujours vérifier vos sources ouvertes d'informations. Utilisez les renseignements humains également. Vous pouvez tout simplement, publier un message, appeler, des personnes qui en savent davantage à se manifester ou envoyer des messages sur votre groupe WhatsApp privé ou utiliser également les registres officiels. Alors, je peux obtenir beaucoup d'informations sur des entreprises, mais pour ce faire, il faut que je que je les acquière auprès du gouvernement afin d'avoir des informations vraiment fiable. Oui, merci, Purity, c'était vraiment, passionnant. Vraiment, tu nous as présenté les fondamentaux de, l'enquête en source ouverte. Donc nous en avons appris davantage sur les enquêtes que tu as menées au Kenya, notamment, sur la corruption, au Kenya et l'utilisation des registres officiels. Donc, si vous avez des questions, chers participants et participantes, n'hésitez pas à les poser dans le chat pour Purity ou pour un des autres participants. Je vais maintenant donner la parole à Danil. Dans... Si vous avez des problèmes pour la traduction, n'hésitez pas à re-regarder les instructions pour sélectionner la langue de votre choix. Merci Purity. Nous allons maintenant passer à notre deuxième panéliste, nommé Daniel. Daniel, bienvenue, n'hésite pas à partager ta présentation. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais partager mon écran. J'espère que tout le monde la voit bien. Bonjour à tous, je suis Daniel Knutze. Je suis rédacteur en chef d'un nouvel organe intitulé Viewfinder qui fait du journalisme d'investigation en Afrique du Sud. Viewfinder a été lancé l'année dernière avec une enquête sur la brutalité policière, mais notamment sur la police des polices en fait, avec des fermetures prématurées d'enquêtes et enlevant ainsi aux aux victimes la possibilité d'obtenir la justice. Donc moi, je ne me vois pas comme un spécialiste de sources ouvertes. Je me considère comme un journaliste qui apprend à utiliser des matériaux open source, en source ouverte, donc, pour donner davantage de poids à mes enquêtes afin de faire des découvertes qui puissent être appliquées à l'ensemble des institutions auxquelles je veux faire rendre des comptes. Donc, je veux dire aux autres journalistes que l'on peut utiliser le journalisme en source ouverte pour des enquêtes plus conventionnelles. Donc, une de mes sources principales, eh bien, c'était principalement les registres publics et les requêtes d'accès à l'information. Nous avons également entretenu des sources au sein d'institutions, puis nous sommes penchés également sur ce qui était disponible publiquement, sur les sites web, sur les procès-verbaux parlementaires, des sessions parlementaires. J'aimerais parler de la façon dont cette enquête s'est transformée en quelque chose qui est davantage centré sur certains individus. Oui, nous voyons bien la présentation, pas de problème.
Alors, le confinement en Afrique du Sud a été annoncé par le président Cyril Ramaphosa le 23 mars et pas mai, comme c'est indiqué dans le slide, donc le 23 mars. Pendant cette semaine, on est passé d'un discours ayant trait à la santé publique, à la coopération, à un discours davantage concentré sur la sécurisation, sur la coercition. Donc on voit la prochaine slide qui montre des violences, mais cette vidéo sert avant tout à montrer les préoccupations qui ont résulté de ce changement de discours au moment du décret du confinement. Donc on a vu ces images qui ont commencé à être diffusées. Donc on voit ici un exemple de brutalité policière non loin du Cap, en Afrique du Sud. Donc là, on voit que c'était une attaque avec une matraque flexible, ce qui est très connoté, et qui a trait à l'apartheid et qui était auparavant employé par la police. Donc le public en Afrique du Sud était submergé tout simplement. Il y avait tous ces rapports qui étaient publiés et ainsi s'est posé une question existentielle pour les journalistes qui travaillent là-dessus. Notre travail dure parfois des mois avant de faire de réelles découvertes. Et là, nous avions une véritable crise urgente, imminente. Et il m'est rapidement apparu que la simple supervision n'allait pas suffire. Nous avions des journalistes nomades sur le terrain, mais ça n'est pas être suffisant. Donc, j'ai dû donc me pencher sur les éventuels registres publics qui pouvaient nous aider pour avoir une meilleure perspective sur les événements. Ainsi, ai-je, dans un premier temps, mis beaucoup la pression à la police des polices, qui dispose de beaucoup de statistiques sur les événements ou les délits qui se produisent au sein de la police. Donc voici un rapport qui s'étale sur plus de 7 ans, de 2012 à 2019, dans les statistiques policières. Donc la première étape, c'est d'identifier quel type de documents publics sont disponibles. Donc, on peut appeler les porte-paroles, on peut appeler des fonctionnaires gouvernementaux, on peut utiliser des sources, on peut utiliser les différents mécanismes. Donc, je sais que certains gouvernements ne sont pas si transparents dans d'autres pays, mais il se peut que des mécanismes de découverte existent. Alors, avant que j'aborde les statistiques que nous avions pu recevoir de la part du gouvernement avant le confinement, je veux faire une brève digression et parler des tableaux statistiques que vous pourriez voir lors de vos rapports annuels. Donc, un journaliste aux États-Unis m'a dit quelque chose dont je me suis toujours souvenu. Donc, si l'on voit un tel tableau, il faut être certain qu'il y a une véritable base de données derrière ce tableau. Et le tableau n'est qu'un résumé. Et donc, ce tableau principal qui est à la source de ce tableau, eh bien, c'est là où il y a davantage d'informations. Il doit être disponible. Donc ça, c'est une capture d'écran relative à un seul commissariat. Et donc, et là, j'ai pu obtenir des informations sur 20 ans d'abus policiers. Donc, plus de 72 000 délits et crimes commis par des policiers. Donc là, il s'agissait en particulier des pires exactions qui ont été commises en particulier par un gouvernement, et ce plus de 20 ans après la fin de l'apartheid. Alors, on s'est dit qu'il y aurait une augmentation pendant le confinement des cas déclarés et qu'il serait davantage important pour nous, journalistes, d'avoir accès à ces informations.
afin que nous puissions répondre à ce besoin et donner une meilleure perspective sur la situation. Mais mon hypothèse, en réalité, ne s'est pas avérée juste. Il y a eu une baisse du nombre de cas. En fait, c'est sans doute dû à la difficulté de faire du journalisme dans un confinement difficile. Mais il y a une statistique qui, elle, était tout à fait cohérente avec les tendances. C'est qu'en effet, il y a eu des morts. C'est-à-dire que ces dernières 20 années, il y a une personne qui a il y avait une personne tuée par la police tous les jours. Et on s'est rendu compte pendant les premiers jours du confinement que ce chiffre était plus élevé. Alors, ce n'est pas comme si on voyait quelque chose de complètement nouveau et que ce n'était pas non plus exacerbé par le prisme du confinement. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des inégalités, un certain malaise dans la société qui restait encore trop, trop, trop masqué. Alors, on a regardé donc les statistiques ces dernières années. On a essayé de montrer que la COVID-19, elle, nous donne justement l'opportunité de résoudre ces problèmes d'inégalité et ce malaise dans la société. Mais il ne s'agit aucunement d'un problème récent. Nous avons tout simplement aujourd'hui l'opportunité de réfléchir à ce problème, de regarder de plus près les inégalités, les problèmes sécuritaires euh, en Afrique du Sud. Et il ne faut pas régresser, il faut prendre ces indicateurs clés et tenir responsables les autorités. Alors, pour revenir au problème de fréquence donc, de cette violence policière, il y a eu en effet un pic lors des 6 premières semaines du confinement, comme vous le voyez sur ce graphique. Alors, on a vu donc que ça a permis d'en débattre, non seulement au parlement, mais également dans les médias. On a vu davantage également de transparence de la part de la police des polices, qui, je pense, est quelque chose de très encourageant. Malheureusement, ça n'a pas été quelque chose de continu, ça s'est arrêté. Donc malheureusement, il y a eu en effet un pic de violence policière si l'on compare ces chiffres à ceux de la même période l'année dernière. Mais je pense que cela montre que c'est un problème encore plus profond et un problème vraiment systémique. Et comme je l'ai déjà dit, donc la COVID-19 nous a permis de réfléchir à ce sujet. Alors, rédiger cet article, regarder ces informations en fonction du contexte actuel, grâce à des sources ouvertes, ça a permis d'avoir une perspective différente sur ces informations. Alors pour moi, c'était vraiment une première. Ça m'a encouragée à en faire davantage. On a commencé à avoir des rapports sur la corruption dans la police, des pots de vin qui étaient versés et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'entraves, à la loi. Ceci m'a permis de regarder à nouveau donc dans ces données. Je dirais que le premier enseignement que l'on peut tirer, c'est que tous ces contenus en sources ouvertes sont disponibles à nous, pour nous tous. Et en fait, ces bases de données ont été utilisées
Et on s'est rendu compte que, la Covid-19 finalement a été, propice donc, à la corruption, à la contrebande et cetera. Et on a découvert également, qu'il y avait, des types, tout à fait, banals de corruption au sein de la police et puis, qu'il y avait des types d'extorsion et de corruption beaucoup plus, importants. Il y avait des personnes particulièrement, hem, à des rangs particulièrement élevés dans la police qui avaient été accusées, de corruption. Donc on s'est rendu compte de toute la corruption qu'il y avait dans la police pendant la Covid-19. Enfin, une enquête peut-être plus spécifique et plus complexe, que nous avons, réalisée pour, acquitter donc une personne qui avait été, un policier qui avait été accusé, mais qui aurait donc attaqué, quelqu'un. Mais cette personne serait finalement morte d'une crise cardiaque, c'est-à-dire une, cause naturelle et donc l'enquête s'est arrêtée là. Mais on s'est basé sur, d'autres archives, d'autres informations et lorsqu'il y a, une enquête, il y a toujours donc, des procédures, précises, il y a des règles, des lois qu'il faut suivre et donc si on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est erroné, qui a l'air, faux, eh bien, bien souvent, on se rend compte qu'il y a des informations en source ouverte pour vérifier donc, ces enquêtes et là, on s'est rendu compte que, cette enquête, n'était pas, correcte et ce, à plusieurs égards. Il y avait notamment des témoins, oculaires qui s'étaient, exprimés et malheureusement, il n'y avait pas eu, d'enquête sur le terrain. Bon, là, moi, j'aurais, dû le faire en passant, par, en faisant en passant des appels téléphoniques notamment. J'aurais dû être en contact avec davantage de personnes pour voir qui avait pu parler à ces témoins et ceci n'a pas eu lieu. Donc là, on aurait pu se rendre compte qu'en effet, monsieur, Michels n'était pas mort vraiment d'une attaque, cardiaque et je pense que c'était important pour nous ici de reprendre donc toutes ces sources, de s'écarter un peu peut-être des statistiques et de se rappeler qu'il s'agissait de vraies personnes qui étaient, affectées, qui souffraient de tout cela. Alors nous avons donc, découvert de nouvelles manières d'utiliser ces données, en source, ouverte, toutes ces données, notamment qui venant du gouvernement, qui sont à notre disposition. Alors on se demande maintenant, ce qui viendra, par la suite. Alors bien souvent, lorsque l'on a une ressource importante, c'est impossible, si l'on est seul en tant que journaliste, d'arriver à faire justice. Alors, dans ce cas-là, bon, là, c'est la première fois, que je montre cette évolution, ici. Il s'agit là d'une carte où l'on voit donc tous les, secteurs policiers en Afrique, du Sud. Et on voit les différents, crimes dont les policiers ont été accusés en fonction, de l'endroit. On aimerait maintenant avoir une ressource, donc avec toutes ces données en source ouverte pour que les autres journalistes puissent les utiliser, puissent les intégrer dans leurs rapports. Et hier d'ailleurs, il y a un journaliste qui cherchait à mener une enquête, sur un crime bien particulier, en Afrique du Sud, et il voulait juste des commentaires. Moi, je lui ai dit que je pouvais faire même mieux, donc lui donner non seulement un commentaire, mais également toute une analyse où on pourrait donc voir toutes les archives d'un commissariat en particulier ou d'une zone, hem
en Afrique du Sud, où on pourrait donc vraiment localiser ces crimes et voir les différents crimes qui ont eu lieu dans ce secteur. Voilà donc tout ce que ces données peuvent apporter, à quel point elles peuvent contribuer à la société, donc à toutes les personnes qui essayent d'enquêter sur ces crimes. Donc, pour les journalistes qui s'intéressent à ce type de travail et qui souhaitent en faire davantage, il est important de coopérer et bon, ceci a été fait par quelqu'un de bien plus expert que moi, mais donc il faut regarder donc là où sont nos propres manquements pour essayer, de faire avancer les choses. Mmh, bien entendu, si l'on est plusieurs à travailler dessus, ce type de ressources et de bases de données auront, des répercussions bien plus importantes. Je vous présente maintenant rapidement, mon équipe et moi-même d'ailleurs. Et voilà donc ce que le travail que nous réalisons, ensemble, un travail, énorme, peut-être même plus grand, que nous. Merci beaucoup, merci. Très intéressant donc, sur ce travail de journalisme en coopération, journalisme, d'enquête, d'investigation. Alors, j'aimerais vous présenter à présent, Benon Herbert Oluka qui va, animer la session questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, à poser vos questions sur le chat et nous reviendrons donc à vos questions. Alors Benon, vous pouvez peut-être prendre, une, commencer donc la session questions-réponses. Je vous cède la parole. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci à tous ceux qui nous ont posé des questions des quatre coins du continent. Alors j'ai toute une série de questions. Alors je vais commencer avec peut-être le dernier orateur. Il y a en fait deux questions en une. Bon, en fait, je vais essayer de les réorganiser. Alors, que faire pour les journalistes dans les pays où il n'existe pas de loi pour la liberté d'expression? Que peuvent faire dans ce cas-là ces journalistes? Daniel, je vais vous demander de bien vouloir répondre à cette question, si vous le voulez. Merci Benon, et merci également pour cette question, question très intéressante, tout à fait valable. Alors, alors moi j'expliquais donc comment on pouvait accéder à ces ressources et bien entendu, c'est quelque chose qui n'est pas forcément possible dans tous les pays. En Afrique du Sud, ce n'est pas toujours simple d'ailleurs. Il y a énormément, d'archives qui devraient être publiques, heu, qui ne sont pas, heu, illégales, à posséder, que l'on peut donc, posséder, ne le sont pas toujours et parfois, ça a été, difficile, pour moi d'accéder à ces informations une fois que les gens ont commencé à me connaître. Alors, dans ce cas-là, je pense qu'il est important d'avoir des relations de plus en plus étroites avec les personnes qui, sont au sein des organisations. Alors bon, ce n'est pas évident d'être un lanceur d'alerte. Il y a, des conséquences qui peuvent être très lourdes, mais je crois qu'au sein de ces institutions, il y a toujours des personnes qui ne supportent plus ces mauvaises pratiques, ces fautes et qui, veulent, agir correctement, donc faire justice. Alors, vous pouvez, tout simplement regarder sur Google, sur les forums, si ce type de personnes s'il y a des personnes au sein de ces organisations qui ont déjà, exprimé, un avis sur, un forum et ça peut fonctionner. En tout cas, ça a fonctionné pour moi, hem et si, d'autres participants ont des idées, sur, que faire dans ce cas-là, j'aimerais également entendre, leurs avis. Merci Daniel. Alors peut-être une question, qui est en lien avec celle-ci. Que faire lorsqu'un gouvernement ne veut
pas, partager ces données ou lorsqu'il y a des mensonges quant, au taux, de décès et cetera, au taux de criminalité. Dans ce cas-là, que faire? Y a-t-il des alternatives, pour les journalistes, qui vivent dans des pays dans lesquels les gouvernements ne refusent de, divulguer, ce type d'informations? En fait, je crois que c'est tout à fait, lié à la question de tout à l'heure. Alors, il y a une chose qui me semble tout à fait précieuse. Avant, que je commence à regarder, ces données, bon, bien entendu, il faut pouvoir avoir accès à ces données pour réaliser, ce type de travail. Mais réaliser des enquêtes sur le terrain, donc in situ, c'est-à-dire aller, sur heu, un lieu bien spécifique où l'on pense qu'il y a un abus de pouvoir. Je pense que ça apporte des résultats, d'excellents résultats. Bien entendu, il y a souvent énormément de mensonges quant à l'accaparement des terres, par exemple, et ça existe dans différents, pays. On entend qu'il y a des agriculteurs qui sont, des criminels, on accuse et on blâme des communautés, entières. Donc si, le journaliste peut se rendre sur place, plutôt donc que d'essayer d'accéder à des données, eh bien je pense que là c'est une bonne alternative. Si vous avez des preuves, telles que des photos ou encore si, vous faites des interviews, des entretiens avec des personnes sur place, eh bien ça marche, ça marche très bien et ça permet de remplacer en fait l'accès inexistant donc à ces documents, à ces archives. Sur la même question, est-ce que Tawanda pourrait peut-être nous répondre, étant donné, le contexte actuel au Zimbabwe? Que faire lorsque le gouvernement ment, comme c'est arrivé par exemple sur, cette histoire sur laquelle enquêtait Hopewell? Que faire dans ce cas-là? Tawanda? Excusez-moi, j'étais encore sur sourdine. Dans ce type de situation, si le gouvernement ment ou s'il refuse et retient des informations, comme c'est le cas, au Zimbabwe, dans ce cas-là, il faut utiliser toutes les méthodes, possibles, toutes les méthodes qui, auxquelles vous avez, accès. Mais lorsqu'il y a ce problème d'opacité, donc autour des informations, lorsque l'on retient toutes ces informations, lorsque le gouvernement a peur de fournir des informations, parce que plus les informations se retrouvent dans le domaine public et plus les personnes sont informées tout simplement. Et donc nous avons la constitution zimbabwéenne qui oblige les institutions publiques à faire part de leurs informations publiques. Et donc là, ça devient un problème constitutionnel. Là, on peut, citer, la constitution donc contre ces institutions. Alors, nous, on fait un plaidoyer, vraiment juridique autour de ce problème, car il y a énormément d'opacité, un véritable manque de transparence. Et dans ce cas-là, il faut vraiment fouiller pour, avoir, ces informations et pour les rendre publiques. Merci, merci Tawanda. Question Purity. Alors première question pour Purity. Alors vous nous dites que lorsque l'on envoie une vidéo, il faut l'envoyer par email pour avoir les métadonnées. Mais bien souvent les vidéos, sont, trop lourdes pour un email. Alors comment faire pour envoyer une vidéo sans perdre les métadonnées?
Purity? Merci, Benon. Alors, pour répondre à cette question, je pense que vous pouvez utiliser des outils de partage de fichiers, Google Drive notamment, et vous pouvez tout simplement partager la vidéo de cette manière. Vous mettez donc le contenu sur ce type d'outil. Et sinon, on peut tout simplement vous l'apporter sur une clé USB notamment. Donc voilà, on peut tout simplement vous livrer le contenu personnellement. Voilà, une autre solution. Alors, une autre question pour vous. Bon, c'est une question pour débutants. Alors, si l'on débute en matière d'investigation en source ouverte, alors grâce à la recherche d'images via Google ou autre, quel est l'autre outil que tu recommandes? Donc peut-être vous pouvez vous rendre sur le site web de Bellingcat. Il y a beaucoup d'outils qui sont répertoriés sur ce site. Il y a également le site web de Fast Draft qui a mis en ligne des vidéos simplifiées vis-à-vis de l'enquête en source ouverte. J'espère que j'ai bien répondu à cette question. Oui, très bien. Une troisième question. Outre Google ou les moteurs de recherche traditionnels, quel type de base de données ou d'ensemble de données recommanderais-tu pour quelqu'un qui est à la recherche de ce type de données? Donc, si tu es au Kenya, je dirais qu'il y a Notices. Donc, il y a la Gazette ouverte Code for Africa, donc gazette.africa. Donc, ces gazettes bien permettent de savoir qui est responsable de qui ou de quoi. Si vous êtes au Kenya, il y a kenyalaw.org qui a répertorié toutes les affaires judiciaires en cours. Euh, c'est vraiment une ressource incroyable, en particulier si l'on enquête sur des entreprises. Donc voilà, les affaires judiciaires en cours, c'est exceptionnel comme source. Donc kenyalaw.org. Si l'on fait cette recherche, parfois on peut trouver des résultats sur des sites web un peu étranges dont on ne soupçonnait pas l'existence. On peut trouver des fichiers PDF sur certains sites web insoupçonnés. Donc il faut vraiment affiner ses capacités de recherche pour mettre à la main sur ces documents. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez également me contacter pour voir si je peux vous aider. Merci Purity. Une autre question, et je crois qu'elle est ouverte à tous. Donc on a parlé de l'importance de données ouvertes et de registres ouverts et de leur potentiel investigatif. Quelles autres techniques et outils en source ouverte peut-on exploiter, en particulier pour les pays où il n'y a pas de données publiques? Alors, il n'y a pas de données qui sont publiées, pardon. Alors avant, j'aimerais vous donner un exemple. L'exemple d'un ami qui voulait mettre la main sur un document relatif aux brutalités policières, comme Daniel l'a fait. Même si ce n'est pas publié, si on est suffisamment insistant, on peut récupérer ce document. Mon ami a pu récupérer un document recensant tous les cas. Donc, il s'agit vraiment d'exploiter la moindre faille. Si l'on voit la petite fissure, on s'y engouffre et on insiste. Et il s'agit toujours de parler également des lacunes qu'il y a dans les données. Par exemple, au Kenya, on a des données sur l'attribution des marchés publics sur un site web du gouvernement, mais il y a des lacunes dans ces données.
Donc, ce peut être intéressant pour vous d'exposer ces lacunes et cela renforce votre position. Parfois, ce n'est pas une question de disponibilité de la donnée, c'est une question plutôt qui nous revient. Il nous faut agir, il faut réclamer ces données, il nous faut insister. C'est à nous qu'il incombe de faire cela. Petit à petit, si l'on insiste, les choses changeront. Je sais que l'organisation Article 19 qui accompagne les journalistes pour les affaires juridiques, eh bien, collecte toutes ces emails qui n'ont pas reçu de réponse, ces courriers sans réponse envoyés par les journalistes au gouvernement. Et ainsi, cette base de données permet de continuer à insister. Parfois, la donnée ne vient pas dans des tableaux de statistiques, des colonnes ou des lignes. Les données ne viennent pas nécessairement de cette façon. Parfois, ce sont simplement les victimes ou des témoins qui diffusent ces informations. Parfois, il est possible de collecter vous-même vos propres données. Parfois, j'ai déjà tout simplement posé des questions sur un réseau social pour récupérer des réponses, des opinions. Donc, on peut également collecter soi-même des données. Merci beaucoup, Purity. Alors, au vu des circonstances, au vu de l'emprisonnement de Hopewell, j'aimerais mettre un terme à ce webinaire avec une question de Sosé Camara et je vais demander à Daniel Latawanda de répondre en 2 mots. Que diriez-vous à un journaliste d'investigation s'il œuvre dans un pays où ce genre de journaliste est souvent arrêté? Donc ce n'est pas vraiment relatif au journalisme d'investigation en source ouverte, mais plutôt à exercer le journalisme dans des pays difficiles. Donc je vais d'abord demander à Daniel de répondre, puis à Tawanda. Alors dans un premier temps, si l'on se penche sur la violence policière, eh bien, on ne sait jamais vraiment trop si on est sur écoute ou si le gouvernement nous supervise. Bon, l'Afrique du Sud est dans une meilleure situation en matière de liberté de la presse. Néanmoins, je pense que l'établissement d'un réseau solide de rédacteurs, de sympathisants, d'organisations de la société civile, de lecteurs, d'individus disposant d'une certaine influence, mais qui sont également empreints d'une certaine légitimité, en particulier pour l'accès à l'information. Eh bien, tout cela pour le travail des journalistes d'investigation, c'est indispensable. C'est une question pour les journalistes, mais c'est un enjeu également pour tous. Il s'agit vraiment de créer un réseau où l'on peut se soutenir mutuellement si jamais les choses tournent au vinaigre. C'est pourquoi cette plateforme, ce réseau du GI, tel que le GIJN, bien, sont cruciales. Ces plateformes sont cruciales et il ne faut pas s'isoler dans le cadre de son travail. Il s'agit d'établir des réseaux. Il s'agit d'avoir le soutien de ses collègues, car vous réalisez un travail essentiel. Ainsi, euh, j'appelle tout le monde à nouer des relations et à être ouvert, en particulier lorsqu'il s'agit de s'épauler les uns les autres. Merci. Tawanda, tu as le mot de la fin. Merci beaucoup. Le réseau, c'est crucial pour la protection des journalistes. Cela peut éviter certaines poursuites parfois. Je dirais que en tant que journaliste d'investigation, le mieux que vous puissiez faire, c'est que votre travail réponde aux normes professionnelles. Il faut que votre travail soit votre première protection. Soyez aussi professionnel que possible, aussi précis que possible. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de lacunes dans votre travail. S'il y a des lacunes, on va pouvoir vous attaquer. Oui, on va vous arrêter peut-être, mais si votre travail est solide, c'est votre travail qui vous sauvera. Merci Tawanda. J'aimerais m'excuser auprès de ceux qui n'ont pas entendu leurs questions.
J'espère que nous pourrons partager davantage d'informations avec vous par la suite. Je vais maintenant redonner la parole à Asha. Merci Benon. Quelle fantastique méthode. Quelle fantastique fin de webinaire. Oui, c'est important, Tawanda, de parler de la précision, de l'importance de la précision en matière de journalisme. Oui, les renseignements en source ouverte peuvent donner davantage de poids à nos enquêtes. Donc, merci à vous tous, merci à toute l'équipe de GIGN, merci à ce réseau d'avoir organisé des webinaires concentrés sur l'Afrique subsaharienne. Merci aux participants. N'hésitez pas à vous connecter sur le site web du GIGN, gijn.org. Ce site recèle de nombreuses astuces relatives à ce qu'ont abordé nos orateurs et oratrices, notamment comment se protéger. Donc, merci au GIGN, merci à nos interprètes, merci à nos orateurs, oratrices, donc Purity, Daniel et Tawanda, et merci à vous, participants, merci de nous avoir rejoints. Avant que je vous dise au revoir, eh bien, le prochain webinaire, c'est qu'en est-il de la suite? Quelles sont les prochaines avenues pour enquêter sur la pandémie? Il aura lieu le 30 juillet, ce webinaire. Vous trouverez toutes les informations sur le site web, notamment une newsletter. N'hésitez pas à consulter ce web. Merci à vous tous, j'étais ravi d'être votre modératrice. Profitez bien de votre journée, de votre soirée, de votre matinée et au revoir. Merci.